Dans la vie, la mort survient à 2 reprises. D'abord lorsque notre cœur cesse de battre, puis lorsque l'on prononce notre nom, pour la dernière fois. Nombreux sont celles et ceux, célèbres pour leurs écrits, leurs œuvres ou leurs actes, qui ont marqué durablement la mémoire collective en devenant d'une certaine manière immortels. Cette forme d'immortalité est alimentée par ceux qui transmettent la bonne parole à travers d'autres œuvres et d'autres histoires. Et au cinéma, on les appelle les biopics. Le terme biopic découle de la contraction de Biographical Motion Picture. En gros, on met en scène une personnalité historique dans une œuvre de fiction. Les films biographiques existent depuis les débuts du cinéma. On y retrace la vie de grandes personnalités historiques, Cléopâtre, Louis Pasteur ou même Émile Zola. Toutes les typologies de personnalités sont représentées. On parle de nobles, de politiciens, de religieux, d'artistes, de sportifs, de militaires, de scientifiques et même de criminels. À la différence d'un film documentaire, le biopic, lui, se veut plutôt dramatique et romancé. Le genre permet d'instruire, d'inspirer et surtout de divertir le public en utilisant les codes du cinéma. En plus des biopics, je me permets d'intégrer aussi les films historiques et inspirés d'histoires vraies. Ces dernières années, les biopics ont eu un coup de projecteur massif de la part des médias. Avec l'accessibilité de l'information et des moyens de réponse, tout le monde s'attarde sur le sujet. On constate immédiatement que les attentes et les exigences sont très élevées, et le moindre écart suscite de vives critiques. Plusieurs problèmes se posent. Quel degré de fiction et de réalité est-on prêt à accepter dans un biopic? À quel point est-on libre narrativement, scénaristiquement pour un biopic? Aujourd'hui, tout le monde a le moyen de s'informer de façon massive. En quelques minutes, tu peux connaître l'intégralité de la vie de quelqu'un ou d'un événement. Mieux encore, tu les as vécus ces moments. En clair, les spectateurs ont un certain degré de maturité vis-à-vis des biopics. Ils sont en quelque sorte détenteurs de la vérité. Par extension, le public se veut plus rigide, exigeant et sensible lorsqu'un biopic est diffusé. Il suffit que l'acteur ne ressemble pas à la célébrité ou qu'une séquence soit romancée, créant ainsi des réactions négatives. Il y a une forte attache émotionnelle, et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on parle de gens décédés récemment, voire même qui sont encore vivants. Certains sujets sont très complexes ou même sensibles, comme la disparition tragique de Lady Di ou d'Amy Winehouse, car finalement le public s'énerve pour l'absence de nuances et de profondeur. Les fans ne veulent pas que l'on salisse la réputation d'une personne qu'ils adorent, ou à l'inverse, que l'on valorise les pires salauds. Le traitement des controverses et des addictions sont suivis de manière très attentive. On parle d'alcoolémie, de drogue, d'agression, d'harcèlement, de discrimination, des sujets très durs parfois. Le choix de l'acteur pour incarner cette personnalité est suivi de très près. On veillera à sa ressemblance physique, au maquillage, aux costumes, aux mimiques, à la voix, à l'attitude. Si ça ne semble pas coller à la réalité, alors une rafale de haine s'abat sur le film. Par le prisme du biopic, le spectateur cherche en quelque sorte à s'immiscer dans la vie de cette célébrité. Il y a cet effet pervers de vouloir entrer dans l'intimité de quelqu'un. Les gens s'approprient leur vie dans le moindre détail. Et quand une séquence ne nous plaît pas ou ne nous correspond pas, on la prend personnellement. Et ce culte de la personnalité peut mener à une obsession délirante. La recherche perpétuelle de fidélité et d'objectivité est vaine. Comme les histoires sont soumises à une forme de subjectivité de la part de leurs auteurs, comment attendre de l'objectivité de la part d'un produit culturel dont le but est de divertir? En bref, le genre est biaisé par l'implication sévère d'un public qui semble connaître par cœur la vie d'une personnalité. L'équipe de réalisation d'un biopic porte une lourde responsabilité quant aux attentes des fans. Vont-ils être en mesure de retranscrire un portrait fidèle en usant des codes fictionnels? Et toute la difficulté est là. La vie n'est pas une fiction. Elle n'est pas découpée en arcs narratifs distincts. Les personnalités que l'on retranscrit restent des êtres humains. Ils ont des qualités, des failles, prennent de bonnes et de mauvaises décisions. Puis la plupart du temps, il ne se passe rien de spécial, juste la routine. Le travail de l'ombre est supplanté par les projecteurs médiatiques. Personne n'est en mesure de connaître les pensées de quelqu'un. On ne peut qu'être spectateur de ses dires ou de ses actions. Les médias et les fans ont fini par transformer ces humains en des idoles, voire de véritables divinités. Le scénariste doit réussir à manier l'équilibre entre la réalité des faits et la perception passive. Il ne peut pas simplement dérouler une succession d'événements comme une page Wikipédia. Il a également cette difficulté de retranscrire en 2 heures une vie entière ou des passages clés. Ce n'est pas un documentaire.
Le réalisateur et le scénariste travaillent le fond artistique pour répondre à un besoin d'instruction, d'inspiration et surtout de divertissement. On retrouve deux approches dans le biopic. D'abord ce qu'on pourrait appeler la biographie instantanée. On va plutôt retranscrire des périodes clés et des événements importants. C'est plus facile, mais on va omettre quand même la complexité du personnage. Ou alors, on aurait ce qu'on appelle la biographie complète. On va retranscrire toute la vie de cette personnalité. Eh bien, sa naissance, son ascension, ses victoires, puis sa chute, ses addictions. C'est plus complet, mais ça implique plus de risques. Quelle granularité faut-il prendre pour peindre un portrait qui respecte la vérité, la période et la personne concernée, tout en proposant de l'originalité? L'équilibre entre le réel et la fiction est flou. Un pas de travers peut changer tout un narratif de faits réels. Le réalisateur et le scénariste ont le pouvoir d'antagoniser ou de glorifier une personnalité historique. Le résultat est le même. On ne peut pas plaire à tout le monde, en plus de subir la comparaison avec les archives. Est-ce qu'il faut consulter des experts, des proches, voire la personne concernée pour réaliser ce film afin d'être plus crédible? N'y a-t-il pas un risque de perte d'objectivité en voulant à tout prix éviter de salir une réputation? Au final, on finirait par avoir un film qui satisferait tout le monde, mais que personne ne voudrait voir. Ce n'est pas un mystère, les biopics plaisent ou à défaut font réagir. Plus la personnalité est célèbre et récente, plus le box-office explose. Et on peut même tomber sur des scores démentiels. La recette est simple. On choisit une célébrité ou une période qui a marqué significativement l'histoire, on prend un acteur qui y est tendance, et en bonus, un réalisateur qui a le vent en poupe. Surprise, on tombe sur Oppenheimer qui a frôlé le milliard au box-office, suivi de près par Bohemian Rhapsody. Avec l'engouement autour de l'acteur qui incarnera cette célébrité, on peut assurer une victoire d'avance. Et le marketing appuie sur l'aspect réel de l'histoire. Tu connais Blair Witch? C'est un film d'horreur basé sur du found footage. Avec très peu de moyens, l'équipe a fait courir la rumeur que les acteurs avaient disparu et que les images trouvées ont composé le film. Cette histoire a gagné en popularité et le trafic en salle a explosé. Bien sûr, c'était un canular qui servait uniquement comme prétexte pour attirer les gens en salle. On s'éloigne du biopic, mais la raison reste la même. Comme on parle d'une histoire vraie, la curiosité du spectateur est piquée. On veut savoir ce qui est arrivé à ces vraies personnes. Pas besoin de faire un très bon film. Si c'est correct, l'engouement et la nostalgie feront le reste. Et qu'est-ce qui se passe quand un biopic est excellent? C'est la route vers les récompenses. On estime que 30% des Oscars pour un premier rôle ont été décernés dans le cadre d'un biopic depuis les années 2000. C'est un véritable tremplin pour les acteurs et les réalisateurs. Et en plus, les séries s'y sont également mises. Ce ne serait un secret pour personne. Il est fortement probable qu'il y ait un agenda politique ou économie en backstage pour gagner en popularité. La série Netflix Dahmer a remporté un Emmy Award et un Golden Globes. Elle met en scène l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire des États-Unis. Peut-on dépeindre la vie d'un criminel sans pour autant glorifier leur crime? Jusqu'où peut-on aller dans le biopic? Mettre en valeur des malfaiteurs notoires peut paraître paradoxal. C'est extrêmement violent à l'égard des victimes ou des proches. On fait de l'argent sur des événements qui sont très traumatisants. Dans la juridiction américaine, il existe la loi du fils de Sam, qui permet entre autres d'empêcher les criminels de gagner de la réputation par leurs crimes. L'État peut prendre l'argent généré et puis les redistribuer aux victimes. Mais alors est-ce que cette loi ne viole-t-elle pas la liberté d'expression? Alors, que faut-il faire? Dissimuler? Témoigner? Ne rien faire? Et c'est encore plus délicat lorsque l'on parle de personnalités vivantes ou des personnes associées. Dans la série Pam et Tommy, l'histoire reprend un scandale qui a embrasé les médias. Et bien entendu, Pamela Anderson n'a absolument pas consenti à ce que cette période de sa vie soit à nouveau divulguée. À l'exception de la protection de la vie privée et de la réputation, il n'existe presque aucun moyen de contrer la sortie d'un biopic concernant une personnalité vivante. Car vous savez quoi? La diffamation rentre en conflit avec la liberté d'expression. Et oui, c'est une fiction, pas un documentaire. Vous l'imaginez bien, pour les personnes décédées, tout acte de diffamation ou d'injure n'est pas pris en compte. On peut s'énerver sur le plan moral, mais juridiquement, il y a peu de chances qu'il y ait des conséquences. Finalement, est-ce que tout le monde doit avoir un biopic? Si ça se trouve, ce sera toi le sujet du prochain biopic. Qu'est-ce qu'on racontera? Le cinéma reste une industrie créative. On offre du spectacle et du divertissement.
Et comme tout bon produit culturel qui attire du monde, eh bien le cinéma génère énormément d'argent. Les gens oublient beaucoup qu'un biopic reste un film. Les gens passent plus de temps à le critiquer qu'à le voir pour ce qu'il est vraiment. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut arrêter d'être naïf. Encore une fois, c'est impossible de retranscrire en 2 heures tout ce qu'a pu traverser une personne. Ce qui compte, c'est ce que ça raconte. Quel est le message universel à retenir ? Il faut garder cette proximité humaine tout en prenant du recul quant à la véracité des propos. On cherche à comprendre une complexité, une nuance et le travail fourni qui a permis d'atteindre ce statut historique. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, quelle importance ? Le résultat reste le même. Un film, ce n'est pas seulement un personnage, c'est tout un univers, ce sont des émotions. Tout à l'heure, on a vu que Oppenheimer et Bohemian Rhapsody ont quasiment les mêmes scores au box-office. Par contre, les critiques sont hétérogènes. Les spectateurs ont aimé Oppenheimer pour sa puissante mise en scène, là où Queen a bénéficié de la nostalgie. Et ce n'est pas grave, chacun a sa sensibilité. Mais il faut garder en tête que ces deux films ne se valent pas, cinématographiquement parlant. On peut aussi parler du problème d'étiquette. Le biopic n'est pas un genre, mais un statut binaire. Est-ce une histoire vraie ou non? On devrait plutôt parler de drame, de thriller, de films d'action, de films d'horreur, de comédie, de films de casse, de films de procès, des films de guerre, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, Nolan déteste que l'on qualifie Oppenheimer de biopic. Lui, il voit plutôt un film de casse et un film de procès. Notre perception est biaisée par notre sensibilité et les médias. C'est aussi à nous, spectateurs, de faire l'effort de considérer un film pour ce qu'il est, en oubliant sa perspective réelle. C'est une adaptation, pas la réalité. La véracité de l'histoire doit être un complément qui encense le tout, et non pas l'argument principal. Plus une personnalité ou un événement sont inconnus ou éloignés, plus on profitera des tenants et des aboutissants d'un film. Et souviens-toi, les bonnes histoires sont toujours racontées avec les bonnes intentions. It's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. It's not your birthday.